Merci, merci Bernard. Et merci de m'accueillir une nouvelle fois dans cette chapelle que j'adore. Cette chapelle, j'ai tendance à l'appeler le Saint des Saints des Carriers. C'est quand même les Carriers qui l'ont construite, qui l'ont aménagée, qui l'ont agrandie. Ils ont baptisé leurs enfants, ils se sont mariés, ils ont aussi accompagné leurs défunts lors des funérailles. Donc, quoi de mieux comme endroit pour parler de la pierre dans cette chapelle? Donc, merci. Il se trouve que mon prénom c'est Pierre et que j'aime les pierres. Alors j'aime pas, je suis pas narcissique, hein. J'aime les pierres, la pierre sous toutes ses formes et je, je suis toujours, c'est toujours plein d'évocations pour moi la pierre ou les pierres. Alors j'ai choisi comme photo un peu introductive quelque chose de très banal qu'on trouve dans le Mont d'Or, cette espèce de petit sentier très pentu, ça se voit pas sur la photo, qui n'est pas un sentier balisé, c'est un sentier un peu perdu dans les vallons à Couzon, bordé de murs en pierre sèche. Moi, quand je me balade là, ça m'évoque tout un tas de choses. Je me dis, ce sentier qui monte, qui fait 1,50 m maximum hein, de large, il montait où, il servait à quoi, pourquoi on a mis des pierres, des murets en pierre de chaque côté, qu'est-ce qui a fait ça, ces pierres d'où elles viennent. Donc tout ça, ça m'évoque des tas de questionnements, et puis on peut imaginer la vie à l'époque. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager ce soir. C'est des histoires de pierre. Alors je vais peut-être raconter des histoires. Hein. Je suis pas parole d'évangile, même si je suis dans une chaire. Mais faut pas non plus prendre. Je suis pas un historien non plus. J'ai peut-être parfois tendance à interpréter. Je peux dire, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement, le seul but, et si j'ai réussi ma soirée, c'est que quand demain vous vous promènerez dans les Monts d'Or, si vous regardiez les pierres d'une autre façon, ce sera déjà une belle réussite pour moi. Alors, avant de rentrer dans le sujet, euh, si ça veut marcher, voilà. Ça peut paraître complètement anachronique, mais simplement, je vous ai mis ces photos pour vous dire que la pierre et l'homme, c'est quand même une très longue histoire. Et ça aussi, ça me fait rêver. Ces pierres, il y a 30 000 ans, 30 000 ans, l'homme, ou la femme, en tout cas l'espèce humaine, à l'époque, hein, c'était des chasseurs-cueilleurs, hein, il y a 30 000 ans, éprouvaient déjà le besoin de travailler la pierre, de sculpter, de représenter des choses, voire de dessiner. Donc ça me fait rêver. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ces deux femmes, on appelle ça des Vénus, à gauche, c'est une Vénus qui a été retrouvée non loin d'une grotte en Dordogne, au fin fond de la Dordogne, c'est la Vénus de Locel. Et à droite, c'est la Vénus de Willendorf en Autriche. Elles sont très similaires d'un point de vue de représentation. Il y a 29 000 ans, il n'y avait pas de technique de communication, de moyens de communication. Pour communiquer de personne à personne, il n'y avait que la marche à pied. Hein. Malgré tout, il y avait un style de représentation qui était très proche et qui était typique de cette époque gravétienne, de l'époque du Gravétien, donc il y a à peu près 30 000 ans. C'était les canons de la beauté à l'époque, hein, les canons de la représentation féminine. Il fallait que les femmes soient aux formes très généreuses, qui n'étaient pas la réalité, mais c'était la façon de les représenter. Et ça me fait rêver parce que je sais pas comment ils faisaient, mais qu'on soit en Autriche ou en Europe occidentale, il y avait ce même besoin de représenter et puis ces mêmes canons de la beauté. C'est un peu comme si, enfin, si à l'époque il y avait eu des poupées Barbie, elles auraient cette forme-là. Bon, vous allez me dire que vous n'êtes pas venu pour voir ces trucs-là, vous êtes quand même venu pour voir des pierres de nos villages. Donc je vais revenir pas en arrière, si possible. Aïe, aïe, aïe. Parce que je fais, oh là là. Bon, je vais aller. Je suis un peu à l'âge de la pierre. Hein. J'arrive pas à maîtriser tous ces outils. Donc Michel, tu peux passer s'il te plaît. Là, voilà. Donc on va revenir dans le Mont d'Or, mais là, à l'âge de la pierre pour le coup.
Ça, c'est des outils, des galets, des haches, des grattoirs qui ont été trouvés dans le massif du Mont d'Or au XIXe siècle en particulier. Et on retrouve ça dans la monographie géologique de Ferdinand et Locard qu'ils ont publié en 1866. Donc déjà, alors là, on est plus sur les chasseurs-cueilleurs, hein, l'homme s'est sédentarisé. Il y avait une occupation humaine dans les Monts d'Or qui était bien antérieure à celle de Lyon et qui a laissé trace dans les pierres avec ses outils. Vas-y, Michel. Alors, ça, c'est l'ensemble des histoires que j'ai prévu de vous raconter. C'est pas du tout académique, hein, ça va peut-être parfois défiler assez vite, ou des fois ça va être plus long ou enfin, il y aura des présentations assez diverses. Donc, de la géologie, du paysage, des histoires de cabornes, de carrières, des histoires de parcs, de romains, de bornes. Rassurez-vous, je ne parlerai pas d'Élisabeth Borne, ce sera des histoires de bornes, de croix et d'autres histoires inscrites dans la pierre. L'idée, c'est quand même de vous donner un aperçu de finalement tout ce qu'on peut trouver comme pierre dans le Mont d'Or et toutes les histoires qui peuvent être attachées à ces pierres. Alors, pour commencer, j'aime bien commencer par un peu la géologie, parce que ça permet de se remettre dans le contexte et pourquoi il y a des pierres et d'où elles viennent et comment. Donc, je suis pas bien malin hein, en général, donc je vais chercher plus malin que moi. Et le livre qu'a écrit donc Bruno Roussel, qui est un géologue, et Louis Rulot, qui est devenu paléontologue sur le tard, ont donc édité un livre il y a quelques années qui m'a beaucoup inspiré et dont je vais tirer quelques exemples dans les diapos suivantes, qui est l'histoire finalement géologique de la Terre. Donc on est à l'échelle des temps géologiques, et ça, juste simplement pour vous illustrer ce que j'essaye de vous faire voyager dans le temps et dans l'espace sur la Terre avec ces quelques représentations. Il y a 450 millions d'années, bon, peu importe le nom de l'âge géologique, c'était la formation du granit et du gneiss. Et genre, là, ça doit marcher, j'espère. Ici, là, c'est où se trouvait la France, bon, qui n'existait pas encore évidemment, mais le granit et le gneiss qu'on trouve aujourd'hui en France et dans le Mont d'Or, mais finalement, il s'est formé ici, au pôle Sud. Ensuite, la diapo suivante, euh, il y a 350 millions d'années, vous voyez que les continents ont Alors, c'est un géologue américain, Scott hein, qui a développé enfin, qui a publié cette théorie, qu'on retrouve donc dans le livre de Bruno Roussel. Et on voit qu'il y a 350 millions d'années, à l'époque du Carbonifère, la France se retrouve un petit peu en dessous de l'équateur. Et puis, c'est le début des soulèvements de la chaîne hercynienne. Donc, le granit et le gneiss qui s'étaient formés au pôle sud se retrouvent, commencent à émerger de l'eau et devenir des montagnes en passant à peu près au niveau de l'équateur. Ensuite, je vous illustre ce que finalement, ce qu'est le gneiss ou le granit, mais en l'occurrence là c'est du gneiss, et qu'on trouve évidemment dans le Mont d'Or, on va plutôt le trouver en bas, en altitude, parce que c'est le substratum, c'est la roche mère, et c'est bien après que c'est au-dessus qu'ensuite est venu le calcaire. Donc tiens ben ça marche, non, oui. Donc ce gneiss donne, je reviens. Tu peux revenir en arrière, Michel? Voilà. Ce gneiss a une apparence un peu feuilletée, très sombre. C'est pas une pierre qui est très belle, mais plus on descend, enfin vers l'île Barbe ou en bas de Saint-Didier ou de Saint-Cyr, vous allez trouver quantité de murs ou de constructions avec ce gneiss-là. Et puis les parties un petit peu plus nobles, on va trouver de la pierre lourde. En suivant, s'il te plaît. Voilà, là on arrive, il y a 250 millions d'années environ, on est au bord de la mer, on doit être au bord de la mer, il y a du sable, des plages, des cocotiers, il fait beau. Euh, Vas-y Michel, suivant. Il fait beau, mais c'est l'époque des dinosaures, des crocodiles, des grosses fougères arborescentes. Bon, ça c'est une représentation de ce à quoi le Mont d'Or pouvait ressembler, donc il y a 250 ou 260 millions d'années.
Ensuite, alors ça c'est le grès. Le sable des plages est devenu du grès. Donc du grès, c'est du sable aggloméré de façon très compacte. Et on trouve du grès dans pas mal de murs. Voilà l'aspect du grès qu'on trouve dans les murs des villages. Ensuite, la France, Mont d'Or, c'est devenu, s'est trouvé immergé par la montée des océans. On n'est pas très loin de nos latitudes actuelles. C'est la fin du Jurassique il y a 150 millions d'années. Donc il y a eu environ 50 millions d'années de période sédimentaire où le Mont d'Or, enfin le Mont d'Or il n'existait pas hein, encore, mais je dirais le substratum ou la zone qu'on occupe aujourd'hui était sous l'eau. Et c'est en étant sous l'eau qu'il y a une longue période sédimentaire qui a duré 50 millions d'années, et c'est cette période qui a généré le calcaire qu'on connaît aujourd'hui. Alors en bas, les premières couches, c'est du calcaire. J'aurais dû vous mettre un truc tout noir, parce qu'en fait le calcaire à griffer, c'est celui-ci. Vous en avez à vos pieds, mais comme il fait noir, vous ne pouviez même pas voir, vous pouvez même pas les voir en ce moment. Mais à vos pieds, vous avez des dalles en pierre à griffer. Les griffés étant ces petites huîtres ou moules blanchâtres qui donnent des formes de lune quand c'est bien poli, comme il y a actuellement à vos pieds. Ensuite, au-dessus, il y a une période sédimentaire où la roche était plus chargée en fer. C'est ce qu'on appelle le calcaire anthrope ou la pierre jaune, la pierre de Couzon. Voilà, c'est ce qui est un peu typique aussi des monts d'Or. Au-dessus de la pierre jaune, on trouve une pierre blanche qui est assez fréquente, mais qui est peu fréquente dans la construction. C'est une pierre qui est gélive, qui n'est pas de très bonne qualité, qui n'est pas facile, qui se marie mal avec la maçonnerie. Malgré tout, on voit quand même de la pierre blanche assez siliceuse. On voit certains murs, mais quasiment aucune construction faite avec ce ciré, c'est comme ça qu'il s'appelle. On n'était même pas, ce calcaire-là n'était même pas propre à faire de la chaux, quoi. Trop siliceux. Et puis au-dessus de ce ciré, il y a du calcaire oolithique, donc c'est le bâtonien, qui existe dans le Mont d'Or, plus rare, puisqu'en fait il a été érodé par le temps. Et les rares carrières de calcaire oolithique qu'on trouve dans le Mont d'Or se trouvent ou la rare carrière, c'est à Lac-Lautre, à Lisieux, au bord de l'autoroute. Ça a donné par contre une pierre de très bonne qualité qu'on trouve ici. Alors, vous allez plutôt à Lisieux ou Chasselet pour trouver cette pierre de calcaire oolithique. C'est la même pierre que la pierre de Lucenay. C'est du calcaire oolithique de très bonne qualité. Alors, avec tout ce calcaire et toutes ces couches qu'il y a dans le Mont d'Or, on trouve certains murs, j'appelle ça le melting pot géologique, des murs et des cabornes. À gauche, c'est un mur à Saint-Cyr, c'est un mur en père. Il y a un mélange de grès, de pierre à griffer, de calcaire à anthrope, de pierre jaune. Donc il y a à peu près toute la géologie des monts d'Or dans ce mur. Et puis, truc assez amusant, là on va commencer à rentrer dans les cabornes, dans les petites histoires. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle la caborne ronde, qui se trouve dans le vallon de Pin-et-Fournat à Paul-les-Mieux. Et il se trouve que cette caborne, c'est aussi un melting pot géologique. Il y a de la pierre greffée, du grès, de la pierre jaune. Il y a à peu près toute la pierre. Pourquoi c'est pas le carbonnier qui est allé trimballer des pierres de toutes les carrières des villages pour faire une seule caborne. C'est qu'on est sur une faille géologique dans ce secteur. C'est la faille dite de Limonest. Et une faille géologique, c'est quoi C'est finalement une fissure, une fracture verticale entre ces espèces de piles d'assiettes ou de piles sédimentaires qui font que au sol, il affleure d'un côté où il peut affleurer du grès, et puis au même endroit, 2 ou 3 mètres plus loin, il va affleurer de la pierre jaune. On peut se retrouver donc avec un décalage de à peu près 50 millions d'années, parce qu'il y a eu des mouvements terrestres, des tremblements de terre, etc., qui font que la pile sédimentaire qui était horizontale et bien ordonnée à un certain moment
c'est fracturé dans le sens vertical. Et puis voilà, donc du coup, quand on cherche des pierres, ben, on peut trouver des pierres d'âge géologique très différents. C'est une des rares cabornes, ou là, si ce n'est la seule, que je connaisse avec autant de pierres différentes. Je vais continuer là sur les histoires, alors plutôt sur le paysage, avant de rentrer dans d'autres thématiques, puisque quand on se promène dans les Monts d'Or, vous avez dû constater qu'il y a de la pierre partout. Donc le paysage est très marqué par cette présence de pierre et de calcaire ou autre. Donc c'est ce qui fait aussi le charme. Donc il y a quelques, vas-y Michel, merci. Donc on voit des amas de pierres assez gigantesques, des constructions de guérites à l'intérieur de murs. Et puis j'ai mis cette photo parce que je trouve que c'est intéressant quand on se promène dans les Monts d'Or de voir, là je vais vous expliquer qu'il y a un lien entre la couverture végétale, entre la topographie et la géologie. Je vous explique en trois mots. Ici, c'est le Montou. On a la crête du Montou, on a une couverture végétale très boisée, et puis une coupure assez nette de végétation. On arrive dans les et de pente. Là, c'est assez pentu, hein, c'est voire même très pentu. On est dans des zones de pierre jaune, donc le sol naturellement, il se tient. Il peut être quasiment vertical, hein, c'est du calcaire, mais il est pas vertical, mais il est très pentu, donc difficile à exploiter, donc colonisé par des arbres. D'où la présence d'arbres jusqu'en crête du Montou, parce que c'est des terres qui n'ont jamais pu être correctement exploitées. Puis il n'y a pas eu de carrière non plus de ce côté. Et puis ensuite, à la coupure, là, il y a un changement de géologie. On descend et on arrive au niveau des marnes. Et les marnes ont la particularité donc d'être beaucoup moins calcaires, sont plus argileuses. Elles retiennent l'eau. Et la marne est un matériau qui ne tient pas les grandes pentes. C'est comme un flanc dans votre assiette. La marne va avoir tendance à fluer, à s'étaler un petit peu. Donc il y a des pentes beaucoup plus douces et de l'eau, des terrains qui sont argileux et donc un peu gorgés d'eau, et sont propices à la culture. Voilà, donc c'était simplement le lien que je tenais à vous faire remarquer, parce que quand on se balade dans les Monts d'Or, quand on a un peu ces clés de lecture, on comprend mieux le paysage et que tout est lié finalement. Alors, autre élément de paysage qui sont plutôt là liés à l'activité passée des carriers. Ici, on est à Saint-Romain, ça, ce sont des anciennes carrières à Chalette. Alors, on voit d'ailleurs, hein, c'est ce que je vous disais, zone boisée, hein, difficile à exploiter. Ce qui est exploité, c'est la pierre, donc c'est des zones d'anciennes carrières. À l'époque des carrières, en dessous, il n'y avait probablement pas d'arbres. C'était des zones de travail. Il y avait de la ligne aussi, qui permettait de coloniser des sols calcaires parfois pentus. Mais la ligne a disparu et les calcaires sont restés, et les carrières sont restées telles quelles, hein, finalement, à partir du moment où les exploitations se sont arrêtées. Et puis la photo du bas, donc c'est la grande. Alors c'est pas une carrière, ça c'est une falaise à Couzon. On voit bien l'épaisse couche de cirette, calcaire blanc, qui sert à rien, enfin qui sert à rien, qui n'est pas valorisable, et qui était la plaie des carriers, parce que pour attaquer la pierre jaune, qui était elle, au contraire, qui avait de la valeur, ben, il fallait enlever une très épaisse couche de cirette. Donc c'était un peu la plaie des carriers. Et on voit aussi, hein, dans le bord des chemins, c'est pas des bornes, hein, ce sont des pierres qui sont des chasse-roues pour chasser les roues peut-être des chariots de carrière et puis ensuite les véhicules qui descendaient la pente. Alors, tout ça, c'est des traces du passé qui peuvent évoquer tout un tas de choses, d'activités passées. Et puis là, il y avait un ancien sentier de carrier qui est voilà, très pierreux avec des murets. On peut continuer. Alors, j'ai pas résisté au plaisir de vous mettre cette caborne. J'aurais pu vous en mettre, je sais pas combien, il y a de cabornes, plusieurs centaines, qui avaient été recensées à diverses époques. Celle-ci, c'est une de mes préférées, c'est la caborne à Polémieux de Combé-Fesselière.
Tu peux avancer d'une diapo, voilà. Je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle a des formes arrondies. Le carbonnier a mis des pierres blanches ici. Alors ça a peut-être été refait entre temps, mais il y avait 2 lits de pierres blanches, voire même un troisième. Et cette caverne-là, avec ses formes arrondies, que ce soit sur les pierres et même l'entrée, bon, ça m'évoque un peu aussi la représentation des femmes, là, il y a 30 000 ans, avec des formes extrêmement arrondies. Voilà. Il n'y a aucun rapport, euh, quelque part, le carbonnier avait envie de donner de la rondeur à cette caverne. Et si vous savez pas quoi faire le matin, vous venez au lever du soleil dans cette caverne. Elle est orientée plein est, hein, comme quasiment toutes les bonnes cabanes, je dirais, pour être à l'abri des intempéries. Et alors, vas-y Michel, et voilà, quand on arrive à l'heure qui va bien, ça dure pas longtemps, on devrait rester des heures, hein, mais il y a guère plus de 5 minutes de lever de soleil dans cette cabane. Ensuite, bah, voilà, ça c'est des paysages de murs Chira ou murs Chira, les vestiges du passé. Donc je me suis amusé à regarder sur une photo aérienne et puis de mettre le parcellaire pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et finalement, on s'aperçoit que les parties qui sont aujourd'hui recouvertes par la végétation sont finalement, ce ne sont pas des haies, ce sont des, enfin oui, c'est des haies, mais à l'origine, ce sont les tas de pierres qui ont été épierrés par les cultivateurs, mais depuis des générations. Les pierres, là, pour exploiter le terrain, ils ont épierré finalement le terrain. Et ils mettaient les pierres en bordure. On voit bien hein, qu'ils sont en limite de leur parcelle. Et puis ensuite, les pierres ont été colonisées par des ronces, par des arbustes, etc. Et aujourd'hui, ça demeure comme ça. Et ce qui est amusant aussi, là, on dirait qu'il y a un petit bosquet, alors c'est un petit bosquet, mais en fait, c'est un chira. Et c'est une parcelle. Une parcelle, c'est entièrement un chira. Voilà, donc c'est assez amusant de voir finalement ce parcellaire avec les murs, enfin les murets, ou les murs, ou les chiras. Tout ça, ça colle, c'est cohérent. Alors j'ai mis cette photo. Des fois, j'aimerais bien enlever toute la couverture végétale des monts d'or pour voir finalement tout ce qui reste. On verrait les pierres, mais ça, c'est pas possible. Donc j'ai retrouvé une photo. Elle a à peu près 100 ans cette photo. Je sais pas si vous savez où c'est. En fait, on est au-dessus d'Albigny. Là, vous avez l'ancien cimetière d'Albigny, avec son mur. Et puis au-dessus, bon, il y a un peu d'arbres, mais on voit énormément les murs, l'épierrement des parcelles agricoles qui ont été exploitées et les murs qui ont été montés. On voit même des cabornes ici. On en devine tout au moins. Donc on voit le paysage quand l'ensemble des terres était, ou le maximum de terres était exploité. Et puis on voit ici cette maison qui est au bout du chemin c'est le chemin des Crolles, qui aujourd'hui est dans les bois, qui s'appelle Valombré. Alors cette maison est extraordinaire, c'est que c'est la seule maison du Mont d'Or qui a des pierres en façade qui sont en ciré. Je vous disais qu'on ne construisait jamais avec le ciré. Cette maison, elle a des murs avec des pierres calcaires qui sont cirées. Et aujourd'hui, elle s'appelle Valombré, mais à l'époque, elle s'appelait Val-Soleil. Quand les propriétaires, il y a, je sais pas quand, ont acheté la maison, ils ont changé le nom parce qu'elle était à l'ombre. Il y avait les arbres ont poussé entre temps. Donc maintenant c'est Valombré, mais avant on voit bien c'était au soleil. Ouais, on voit bien les sentiers qui montaient. J'adore ce genre de photos, quoi. Ça me fait rêver. Mais bon, on va passer. Là, c'est le clos de la Rosette que vous connaissez à Saint-Cyr, qui a été restauré avec les valeureux caborniers des temps modernes, hein, qui sont dans les associations, les diverses associations de restauration du patrimoine. Et ce clos, on voit bien, alors on voit pas bien parce que j'ai préféré la photo d'ensemble, mais des épaisseurs de murs considérables qui montrent que finalement il y a eu sans doute des époques d'épierrement et différentes,
puisqu'il y a des murs qui ont été épaissis de manière assez conséquente. Là, on va passer sur des ouvrages plus de Carrier. Ici, c'est une photo que vous avez sans doute reconnue si vous vous baladez dans les Monts d'Or. C'est l'entrée du tunnel d'un des tunnels de Chalette. On est dans les anciennes carrières de Saint-Romain et l'entrée du tunnel est accolée avec une caborne. Alors, à l'entrée de ce tunnel, quand on commence à regarder, on va rentrer un peu dans les inscriptions qu'on trouve sur différentes pierres. Bon, le tunnel est construit, enfin, il y a un bandeau avec des claveaux. Hein. Je sais que chaque pierre qui constitue le bandeau s'appelle le claveau. C'est l'ensemble qui fait la voûte. Et puis la pierre principale, qui est la pierre supérieure, c'est la pierre la plus noble, c'est celle qui tient finalement le composant dernier et qu'on appelle clé de voûte. Et finalement, ceux qui ont les carriers, quand ils ont construit la voûte, ils ont ensuite mis cette clé, pour bien dire c'est la clé de voûte. On voit ici un G et un L qu'on arrive à attribuer à Gaspard Ligneux, qui était un carrier, qui était propriétaire de la carrière. Les 1880, alors on pense que c'est l'année, mais en 1880, Gaspard Ligneux était déjà décédé. Mais bon, donc on n'a pas bien compris pourquoi. Avec Luc Bolévy, ici présent, on avait fait pas mal de relevés sur ces tunnels et puis écrit un article qu'on avait publié dans notre petit blog Les Cahiers du Mont d'Or. Je fais un petit peu de publicité comme ça. Demain, vous pourrez voir les Cahiers du Mont d'Or sur Google. Vous allez tomber sur quelques articles qu'on a écrits ensemble. Et puis, le plus intriguant, c'est ces trois lettres, AFD. On n'a pas pu réussir à décrypter ce que ça pouvait vouloir dire. Alors, c'est là où je dis, je raconte des histoires, ne me croyez pas. Moi, je dis que ça veut dire au fond à droite. Alors, on avance, on va aller au fond à droite, on passe dans le tunnel. Au passage, alors là, je suis en marche arrière, mais peu importe, je suis vers la sortie du tunnel, vers le côté carrière. Et quand on tourne la tête ou qu'on regarde dans le rétroviseur, on voit ce raccordement de voûte qui montre tout simplement que le tunnel a été construit en plusieurs étapes. C'est un peu comme au Clos de la Rosette avec des épaisseurs de murs en plusieurs phases. Au fur et à mesure que la carrière reculait, que l'exploitation reculait, finalement le tunnel était rallongé. Ce que je peux vous dire aussi, c'est pourquoi ils ont construit ces tunnels. Alors on l'a peut-être dit dans d'autres conférences ou dans d'autres instances. Ces tunnels n'ont pas été creusés en taupe. À la base, c'est des ouvrages aériens. Il n'y avait pas de tunnel. C'était un chemin d'évacuation des pierres qui provenaient de la carrière. Le chemin était aménagé avec des murs montés en pierre sèche. Et puis, il y avait un tel volume de pierres cassées, enfin de déchets qu'on appelle le marin, que les carriers, pour stocker ce marin, qui représentait des volumes considérables, avaient trouvé cette idée finalement de fermer ces murs avec des voûtes en pierre et par-dessus mettre tous les déchets de la carrière. Donc il y a plusieurs mètres de déchets de carrière sur ces tunnels et ça leur permettait finalement de ne pas transporter des déchets inutilement. Ils étaient déjà très écologistes, hein, très orientés sur les circuits courts. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a autant de tunnels à proximité des carrières. Alors, on va au fond à droite, en sortie du tunnel, au fond à droite, et on tombe au pied d'une carrière avec ces inscriptions qui sont toutes petites, hein, je crois que ça doit faire une vingtaine de centimètres, ce rectangle, et des inscriptions qui ont été écrites alors celle-ci a été écrite par Louis Ligneux, qui se trouve être le fils du GL, hein, donc de Gaspard Ligneux. Il a fait ça en 1863. Eau dure et ingrate roche, pendant 33 années, par toi nous fûmes enchaînés. Alors, Louis Ligneux était dans sa 33e année quand il a écrit ça. Hein. Et son père était carrier et puis son grand-père sans doute aussi. Donc il a vécu dans le milieu de carrière, il a vu son père, ses parents travailler dur dans ses carrières. Mais Dieu de bonté veille sur nous encore quelques journées
et nos chaînes seront brisées. Voilà. Et puis il y a une autre inscription, je ne vais pas forcément vous la lire, mais qui est du même tonneau. Quand on regarde pour moi le graphisme, on a l'impression que c'est écrit par la même personne. Voilà. Mais on n'en sait rien. Et puis comble je dirais, de l'ironie ou de la malchance, où c'était un peu prédestiné, j'ai appris aussi un peu plus tard, donc les descendants des Ligneux, bon, qui s'appellent plus Ligneux aujourd'hui, mais il y avait un tailleur de pierre qui était, enfin un sculpteur plutôt, qui travaillait sur le chantier de la basilique de Fourvière, donc on devait être en 1896 ou dans ces eaux-là, qui était donc un descendant de cette famille Ligneux, a chuté de son échafaudage et il est mort. Il avait peut-être une trentaine d'années. Voilà, comme quoi le métier est difficile. Enfin, c'est un des rares écrits ou le seul, en tout cas qu'on connaît, de la part de Carrier. Hein. C'était pas des écrivains, hein, ils étaient des manuels. Et je trouve que c'est quand même assez émouvant de voir ça 150 ans plus tard. Alors les Carrier, c'était quand même des gros bosseurs. Ils ont réalisé des sacrés ouvrages en proximité de leur carrière. On connaît ça avec des tunnels, des grosses pierres, des grands murs, des grands escaliers. Donc voilà quelques exemples. Ensuite, j'ai quelques diapos sur les cabornes. Alors, ce qui est intéressant dans les cabornes, c'est que parfois, il y a des inscriptions plus ou moins amusantes. Bon, celle-ci n'est pas très amusante, il y a marqué CD 1800. Donc le CD, c'est sans doute les initiales. Alors Agnès Millan, ici présente, est une grande informatrice en matière de nom de carrier, de généalogie. Et du coup, quand on trouve des inscriptions comme ça, appel à un ami, enfin appel à une amie là en l'occurrence, dis donc Agnès, CD 1860 sur Saint-Romain, ça dit quoi? Alors ça pourrait vouloir dire Claude d'Écran ou Claude Desfarges, puisqu'à cette époque-là, ils étaient tailleurs de pierre sur Saint-Romain ou sur Saint-Cyr. Mais bon, sans garantie. Ensuite, d'autres cabornes, alors ça c'est des inscriptions de date. Alors c'est pas dans la pierre, mais c'est quand même assez. Celle-ci, on doit y avoir un linteau en chêne 1721, ce qui me fait dire qu'on a une caborne style Louis XV. Je mets un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment une date? Est-ce que c'était mis après? Est-ce qu'il y a du réemploi du linteau? Moi, j'en sais rien. Durée de vie d'une caborne, c'est 200, 300 ans, mais peut-être qu'elle a été restaurée. Donc je ne sais pas si c'est une caborne Louis XV, mais je me plais à imaginer que voilà une caborne c'était Louis XV. Et puis à droite, vous voyez une caborne de 1790. Donc j'appelle ça la caborne révolutionnaire, qui est en bien moins bon état que celle-ci d'ailleurs. Autre caborne, alors celle-ci elle a dû être restaurée par des associations. On est sur le mont Narcelle. Euh, Ça tombe bien, les coucous commencent à être en fleurs en ce moment. Et là, il y a J.P. Gantillon, 1867, tailleur de pierre de Saint-Fortuna, au fond de la caborne. Alors celle-ci est assez amusante. On est sur Saint-Cyr, sous la route du Génie. Il y a marqué sur une pierre à l'entrée à gagner. Je me suis dit, ah, mais c'est génial, une caborne à gagner. Comment on fait pour la gagner? Et puis en levant le nez sur une autre pierre, il y a AG 1859. Avec ici une petite croix, ou même deux petites croix, sans doute pour titre prophylactique, à l'entrée de la caborne, voilà, pour bonheur ou une pensée au Dieu protecteur, etc. Donc AG, un coup de fil à une amie, à Agnès, et on a trouvé, enfin elle a trouvé André Gagneur. Du coup, à gagner, c'est à gagneur. Mais est-ce qu'il a fait ça avec un jeu de mots ou est-ce qu'il a fait une faute sur son nom? J'en sais rien. Toujours est-il que moi je dis c'est une caborne à gagner.
Ensuite, alors ça c'est une photo de Bernard Coquet, si je ne me trompe pas. En général, toutes les photos ce sont les miennes, sauf quand je cite l'auteur. Euh, Voici un linteau de Caborne où on voit fait par moi Claude, et puis ça a été effacé. C'est la Caborne dite Deschamps. C'était Claude Deschamps, donc qui était le cabornier, et ça a été effacé. Alors pourquoi? Il se trouve que Claude Deschamps était le père ou l'oncle, je sais plus, l'oncle, voilà, d'un des trois assassins des Dames Gaillet à Saint-Cyr. Alors l'histoire des Dames Gaillet, c'est une sombre histoire qui se passe à Canton-Charmont. Ça s'invente pas. Canton-Charmont, c'est le lit de Saint-Cyr. C'est ici qu'il y a eu un triple assassinat en 1859. Il y avait une dame, Gaillet, qui devait avoir 37 ans, je crois, qui était potentiellement veuve, mais enfin, son mari était parti à la guerre de Crimée, comme quoi déjà il y avait déjà la guerre de Crimée. Mais il n'est jamais revenu, mais elle n'a jamais eu de nouvelles. Donc elle attendait sans doute encore son mari, mais qu'il n'a jamais revu. Elle vivait avec sa mère et puis sa fille qu'elle avait eue donc de son mari. Et puis un soir d'octobre 1859, il y avait du vent, de la pluie. Il y avait trois personnes, trois jeunes garçons qui avaient plus ou moins prévu de venir. Alors pas les trucider, mais ils voulaient, je sais pas bien. Ça s'est terminé de manière très sauvage. Ils ont tous les trois assassiné les trois dames, enfin trois femmes, la jeune fille, la femme et la mère. Donc ça a défrayé la chronique pendant des mois. Il se trouve que donc l'un des garçons était un ancien ouvrier agricole. Ces femmes exploitaient de la vigne et puis ils avaient des chèvres, comme quasiment beaucoup de monde dans les monts d'or à cette époque. Et il avait plusieurs fois voulu faire des avances à cette femme, mais la femme était toujours fidèle à son mari en espérant qu'il allait revenir. Il l'avait sans doute mal pris, et puis un soir, il est revenu et ça s'est très mal terminé. Ils ont été finalement identifiés, et puis ça s'est terminé sur un échafaud à Saint-Cyr au mois d'août 1860. Il paraît qu'il y avait une foule considérable sur la place de Saint-Cyr. Un dénommé Deschamps, et puis je ne sais plus Joannon, enfin, peu importe, ils étaient trois, donc ont terminé leur vie sur un échafaud. Et sans doute que peu après, ou pendant, ou enfin on ne sait pas bien, mais le nom a été effacé. Alors moi je disais que c'était le père qui avait effacé, il avait honte de ce nom. C'est pas dit, mais je vous dis, je raconte des histoires, hein. Mais très probablement ça a été effacé peut-être par quelqu'un de la famille qui voulait plus voir ce nom quelque part, ou par quelqu'un de la famille des victimes, on ne sait rien. Euh, en tout cas, le père Deschamps, de l'assassin, de son fils, l'assassin, il est allé se suicider peu après l'exécution à la fontaine de la Jardinière. Donc tu peux passer, Michel. Et cette fontaine de la Jardinière, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y a une pierre qui n'est pas toujours très facile à voir. On s'aperçoit qu'elle a été réparée en 1854 par un dénommé Aravier, l'histoire ne dit pas, je ne vais pas vous le dire, hein, que Paravier aurait pu être pris de remords d'avoir réparé cette fontaine 6 ans avant le suicide du père Deschamps. Si la fontaine n'avait pas été réparée, je ne sais pas s'il aurait terminé ses jours dans cette fontaine. Alors, là, je vais changer un petit peu de sujet. C'est un peu plus ardu. Euh, je vais vous parler des marques de tailleurs de pierre, qui sont très présentes dans les pierres et les édifices des Monts d'Or, mais pas que dans les Monts d'Or. Si vous faites attention aux pierres, chez vous, dans vos caves ou ailleurs, ou à Lyon, hein, ou ailleurs, vous allez vous apercevoir qu'il y en a certaines qui sont marquées. Alors pourquoi elles étaient marquées?
parce que en fait, le tailleur de pierre qui travaillait, finalement, il signait. Il disait, voilà, j'ai fait cette pierre. C'est un peu sa façon de facturer. Il travaillait souvent à la tâche. Donc, on parle aussi de marque de tâcheron. Et en travaillant à la tâche sur un chantier donné, il y avait plusieurs tâcherons. Il fallait identifier son travail. Donc, c'est un peu l'origine de ces marques dites de tâcherons, qui n'est pas tout à fait exactement pareil, à mon avis, que les marques qu'on voit ici, enfin qu'on voit dans les monts d'or. Les marques dans les maisons, dans nos villages, sont plutôt, on appelle ça des marques de carrier, parce que elles provenaient de tailleurs de pierre qui étaient aussi carriers, et c'était souvent des marques familiales. Voilà, donc c'est quand même des marques qui indiquaient l'origine de la prestation, hein, soit le tâcheron, soit la carrière. Et ce qui se dit aussi, qu'on peut comprendre aisément, c'est que les marques qui sont un peu géométriques, comme celle du haut, sont plutôt des marques de l'Ancien Régime, à une époque où les tailleurs de pierre ou les tâcherons n'étaient pas tellement, ne savaient pas trop lire. Donc c'est plus tard, c'est surtout à la fin du XVIIIe ou en tout cas au XIXe, qu'on va trouver plus fréquemment des marques avec des initiales. Autre chose que je peux vous dire pour un peu approfondir le sujet, mais sans rentrer dans le détail parce que je suis vraiment pas un expert et le sujet peut être potentiellement assez compliqué, c'est juste vous dire qu'il y avait une certaine hiérarchie dans les tailleurs de pierre, qui étaient bien souvent, mais pas systématiquement, des compagnons. Donc en bas de l'échelle, ils étaient apprentis. Les apprentis pouvaient aspirer à être compagnons, donc on les appelait aussi des aspirants. Et quand l'aspirant était devenu compagnon, il avait le grade au-dessus, donc il était devenu compagnon. Et puis au-dessus, il y a le maître qui avait le droit, lui, d'employer des compagnons et des ouvriers, enfin des tailleurs de pierre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Et quand on se balade, alors c'est pas, ça c'est dans le Vieux-Lyon, quand on se balade, on voit beaucoup de pierres avec des marques assez curieuses. Donc je vous explique juste finalement la typologie des différentes marques qu'on peut trouver. Donc les marques de tâcheron ou de carrier, c'est celles dont je vous ai parlé. C'est sans doute d'ailleurs alors oui, le terme franc-maçon viendrait de l'anglais freemason, simplement pour dire que les tailleurs de pierre ou les apprentis, une fois qu'ils sont devenus compagnons, sont devenus libres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent être, ils sont qualifiés, ils peuvent travailler à leur compte et aller de chantier en chantier. Donc c'est probablement l'origine du mot franc-maçon, mais à l'origine, parce qu'aujourd'hui les francs-maçons ce ne sont pas des tailleurs de pierre. Donc là, il y a les marques dites de tâcheron de carrier, il y a les marques de montage, quand on est sur des voûtes ou des éléments d'entrée où les pierres doivent être posées dans un certain ordre. On va trouver ici, là il y a trois traits, là c'est 3. Ici, ça se voit peut-être mal, mais il y a un chiffre 4 en chiffre arabe. Le 3 est en chiffre romain, le 4 est en chiffre arabe, le 5 c'est le V, le romain, le 6 c'est les bâtons. Alors il y a une alternance de chiffres romains et de chiffres arabes. C'est simple à comprendre, c'est que les chiffres arabes, le chiffre 5, 6, 2, 3, il y a des courbes qui sont difficiles ou pénibles à écrire. Donc quand il y a 3 ou 5, ça va être des chiffres romains, c'est plus facile à tailler et à écrire que des chiffres avec du curviligne. Donc les marques de montage. Et puis ici à droite, il y a trois types de marques, dont cette croix sur un petit hôtel. J'ai tendance à penser que ça c'est plutôt une marque prophylactique, puisqu'on voit la marque ici du tailleur de pierre. Les marques de montage, on les voit ici. Donc sur la même pierre, il y a potentiellement, enfin moi ce que je pense, des marques prophylactiques qu'on retrouve sur d'autres types de pierres. Alors dans le Vieux-Lyon,
quand on voit ces marques-là, toute la difficulté, c'est finalement comment on fait pour attribuer ces marques à des tailleurs de pierre. C'est très difficile. Il se trouve qu'ici, c'est un escalier du Vieux-Lyon. On a deux marques assez caractéristiques. Il y a ici un rond avec un plus à l'intérieur. Et puis là, il y a une espèce de demi-cercle avec deux petites pattes qu'on retrouve en bas à la fermatière. Et puis en haut, c'est une pierre de Claveau ou une clé de voûte, je crois, à la chapelle de l'Ermitage. On voit ici ce rond avec le plus, et puis les initiales F et B. Donc là, on peut avoir des indices d'attribution de marque. On va passer à l'après. Et alors, je continue sur cette marque qui est le plus entourée d'un rond. On voit François Buis fils avec sa marque. Donc là, clairement, c'est la marque de François Buis fils. Et le FB dans la chapelle de l'Ermitage, c'est peut-être François Buis, alors un autre, mais c'est peut-être aussi donc une marque de famille, puisqu'il y avait des Buis et des François Buis sur Saint-Cyr. Voilà, donc c'est avec des indices comme ça qu'on peut essayer de faire des hypothèses pour attribuer ces marques. Ensuite, là, il n'y a plus de doute quand on tombe sur des documents plus avérés. Il y a quelques années, justement, avec Luc Bolévi, on avait trouvé une caborne à Saint-Romain, complètement dans les ronces, avec cette pierre marquée BJ. On l'avait appelée la caborne BJ à Saint-Romain. Et on avait fait le rapprochement avec ce BJ qu'on trouve à l'entrée de l'église de Saint-Romain. Donc on s'est dit clairement, c'est le même personnage qui a signé. Et puis après, je ne sais plus qui, mais on nous a dit, mais non, mais c'est pas BJ. En fait, c'est BV. Faut le savoir. Parce que BV, on voit ici dans les archives un dénommé B Vigna, qui signe avec B, le V dans le B, qui est en fait Benoît Vigna. Et alors là, c'est le pompon, on a B Vigna m'a fait, donc clairement c'est signé ce fameux BJ là, qui est Benoît Vigna, m'a fait février 1764. Voilà, c'est une pierre de cheminée, un restaurant ou un ancien restaurant à Saint-Romain. Donc là, on arrive à attribuer certaines marques, on est content quand on le fait, mais c'est rare d'avoir autant de preuves, entre guillemets. Là, on est à Saint-Fortunat, il y a les linteaux de Carrier, l'entrée des carrières ou des habitations des carriers. Comme je dis souvent, c'est pour moi comme une devanture de magasin, ils aimaient bien montrer leur nom. Et puis, ici, il y a une marque, donc on a la marque de Gonard, ici, à Saint-Fortunat. Là, à Saint-Cyr, on a un beau linteau avec L, Lassalle, et Lambert Lassalle. Donc on se dit, quand on voit du LL, on se dit, bah c'est Lambert Lassalle. Bah oui, bah non, pas trop, parce que Lambert Lassalle, il était voisin de Lambert Loras, et ils avaient une carrière, leur carrière était juste à côté. Donc quand on voit LL, on ne sait pas si c'est Lambert Lassalle ou Lambert Loras. C'est un Lambert, mais on ne sait pas lequel. Et puis il y a un beau linteau qui est un petit peu plus haut dans la rue Saint-Fortunat, qui est le linteau d'André Buis. Alors celui-là, il est abondamment illustré. Je ne veux pas rentrer dans le détail, puisqu'on avait fait déjà une conférence sur André Buis et son appartenance compagnonique. Il y a même un livret qui avait été édité, on était plusieurs à l'écrire. Je crois qu'il est en vente dans cette chapelle. Je fais de la publicité. Donc André Buis était quand même alors certainement un compagnon, puisqu'on a quand même des forts indices qui permettent de l'affirmer. Et puis quand on voit toute la présentation qu'il a faite, il était très calé dans les écritures, dans les textes, les évangiles, la Bible, etc. Enfin, dans tout ce qu'il a fait, il y a des références à des tas de choses qui mélangent le compagnonnage et le christianisme. Enfin bon, c'est des choses, des rites qui sont assez proches entre les compagnons et le christianisme. Donc on voit qu'il a été très, très emprunté par
par cette culture. Donc ça, je vous ai mis les principales œuvres que André Buy a réalisées. Là, c'est pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais chaque œuvre, on peut y passer des heures. On peut aussi interpréter de manière différente des tas de choses, des tas de dessins, des tas de représentations. Il y a, on avait tenu 2 heures, je crois, donc on va passer. Et juste un petit détail, donc ça c'est aussi ce qu'on appelle la pierre, le chemin de croix. Oh là là, il faut revenir. Mais sinon on peut arrêter, hein. Ça va encore avant. Voilà. Cette pierre d'André Buy, qui était une pierre d'angle, on l'a longtemps qualifiée de pierre de chemin de croix, puisqu'elle semble représenter les stations de la passion du Christ. En fait, il n'en est rien, mais c'est une pierre d'angle qui est une composition d'André Buy et qui est pleine de symbolisme et de signification, sans doute en lien avec son passage au statut de compagnon. Et ce qui est intéressant, c'est ce petit là d'amour qu'on retrouve aussi à Saint-Cyr, mais qui n'est pas d'André Buy à Saint-Cyr, la Thomasine, qui est un signe avéré d'appartenance compagnonique chez les compagnons étrangers. C'était le cas à Saint-Fortuna, le compagnonnage, c'était des compagnons étrangers, par opposition, entre guillemets, aux compagnons passants, avec qui ils entretenaient des relations très tendues. Ils se faisaient concurrence, voire plus que ça. Alors je vous ai mis des bénitiers, parce que là, il en pleut de partout. Il y a des chapelles, des églises, ils ont plus de bénitiers qu'il y a d'entrées, donc je ne sais pas pourquoi il y a autant de bénitiers. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit quand même sur beaucoup de bénitiers cette étoile à 5 branches, qui est plus un signe compagnonique qu'un signe chrétien, et voilà, qui évoque finalement le travail du compagnon. Et pourquoi ils ont fait autant de bénitiers? Ben, ils avaient peut-être envie de s'acheter un petit peu de paradis, ou enfin voilà, mais on peut imaginer tout un tas de choses sur ces bénitiers qui sont parfois c'est des véritables œuvres d'art. Et puis j'ai mis aussi une pierre de cheminée. Ça c'est plus un appel. Si chez vous vous avez des cheminées avec des inscriptions, des sculptures, des représentations un peu curieuses, bah, ça m'intéresserait de les voir. Ça évoque tout un tas de choses, hein, de symboles très propres au tailleur de pierre ou au compagnonnage. Il y a toute une signification derrière ça que je ne connais pas, mais qui s'interprète diversement, hein, selon les personnes plus ou moins initiées. Alors, voilà, j'ai terminé la partie la plus un peu plus ardue sur les marques, le compagnonnage, etc. Là, je vais repasser sur des histoires un peu plus amusantes, ou pas, j'en sais rien. Donc, il y a des histoires de Romains. Ici, on est à Saint-Romain, et puis il se trouve que il y a un contrefort, ou les contreforts, en tout cas, il y en a au moins un, du chevet de l'église de Saint-Romain, comporte de la pierre qui provient pas du Mont d'Or. C'est une pierre blanche, mais c'est pas le ciré. C'est une pierre qui vient plutôt soit du budget. En tout cas, c'était des pierres qui ont été amenées par les Romains. Alors, vous me croyez, vous ne me croyez pas, on va passer à la diapo d'après. Si vous ne me croyez pas, je vous apporte la preuve. Donc ça, c'est de la pierre de carrière romaine, plutôt du budget. Et ces trous-là, ces petits trous rectangulaires au carré, c'est typique de la période gallo-romaine.
c'est des trous de manutention. Les Romains utilisaient des outils, enfin des grosses pinces métalliques qui venaient s'encastrer dans ces trous pour manutentionner finalement les pierres pour la pose ou le transport. C'est les trous de louve. Voilà, donc c'est typiquement romain. On a la même chose à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. Il y a aussi des pierres de réemploi, donc des pierres gallo-romaines de réemploi, blanches aussi, avec ces trous de louve. Et puis, plus curieux, ces pierres sont marquées de croix. Donc, il y en a plusieurs. Ça, je ne sais pas, on peut imaginer. Moi, j'aime bien imaginer des choses, mais il y a certaines églises anciennes qui étaient sur des lieux de pèlerinage. Donc, les pèlerins marquaient des croix sur des pierres. Là, je dis pas c'est ça, hein. C'est peut-être aussi des croix qui ont été faites par des enfants du village il y a X dizaines ou des lustres ou il y a 100 ans, j'en sais rien. Ça peut être aussi d'origine, c'est-à-dire quand on utilise des pierres qui étaient qui servaient à un temple païen, il fallait peut-être les christianiser. Donc peut-être qu'à l'origine, les bâtisseurs de l'église de Saint-Romain ont marqué ces croix. Voilà, comme on marque les autels des croix à chaque angle d'un hôtel d'une église. J'en sais rien. Là, on est à Saint-Cyr, c'est quelque chose qu'on avait écrit, enfin, c'est surtout Luc Paulet qui avait écrit, qui s'était penché sur une pierre qui se trouve être dans cette zone-là, sur l'ancienne église, l'ancienne église du château de Saint-Cyr, le suivant. Voilà. Dans le mur, en réemploi, il y a cette pierre, donc, qui est une pierre gallo-romaine, hein, on peut noter, c'est écrit en latin. Et Luc a fait intervenir les meilleurs experts, les meilleurs épigraphistes de Lyon pour essayer de décrypter le message. On peut passer à la diapo d'après. Et voilà ce que ça dit, ou ce que ça dit en partie. Dis manibus et memoriae. Donc ça, c'est déjà, c'est Odioman, les dieumanes étant les dieux romains à qui on remettait les défunts. On voit ici subita morte, donc quelqu'un qui est mort subitement. Et puis en dessous, sub asia dedicaverunt. Donc ça, c'est une mention qui est très présente à Lyon, sous le signe de l'Asia. Donc c'est une dédiée sous le signe de l'Asia. L'Asia étant des petites hermines, petites haches, et qui semblent être un ustensile quasiment exclusivement utilisé pour les rites funéraires de l'Ugnum, dans le secteur de Lyon. On ne trouve pas ça dans les autres provinces romaines ou à Rome. Et c'est, semble-t-il, lié à une période qui serait du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc rien que cette pierre permet de dire, ben voilà, il y avait un sarcophage gallo-romain d'une personne, sans doute d'un ou d'une dignitaire, et que probablement ça date du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Comme quoi on peut faire parler les pierres, même si on ne parle pas latin, il faut aller chercher des épigraphistes et puis avoir un peu se documenter un peu à droite à gauche. Alors une autre pierre gallo-romaine qui est à Saint-Cyr aussi, qui n'était pas très visible, qu'on avait dégagé un petit peu, qui était en limite de plate-bande à la base d'un mur, avec l'autorisation du maire de Saint-Cyr à l'époque, pour dégager cette pierre-là. On voyait que la partie supérieure, où on voyait que c'était une pierre qui n'était pas une pierre du Mont d'Or, on soupçonnait une pierre gallo-romaine, et effectivement, quand on la dégage, on s'aperçoit ici des inscriptions. On voit ici Dedicaverunt. Donc c'est un autre sarcophage. Et puis ici une moulure en négatif qui correspond finalement à cette zone-là d'un sarcophage. Donc un deuxième sarcophage à Saint-Cyr. Peut-être que s'il y a des personnes de Saint-Cyr ici, dans leur cave, ils ont d'autres morceaux de sarcophage sous leur crépi, dans leur mur, on n'en sait rien.
Très probablement, il doit y avoir d'autres morceaux ailleurs. Et puis alors cette photo, j'aime bien la ressortir parce que c'est une ancienne caborne qui a plus beaucoup de mine, c'est une grande caborne. Et dans cette caborne, le cabornier, il a utilisé un morceau d'aiguille romain. On voit ici. Voilà. Donc les Romains étaient partout à l'époque. Alors voici, j'en viens à Elisabeth, pardon, histoire de bornes. Il y a quand même une quantité impressionnante de bornes dont on ne sait pas bien pourquoi elles étaient là, qui les a mises et qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc vous voyez BB, FB, là il y a un 5, ASB, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est des limites de parcelles, des limites d'exploitation, de limites de je ne sais quoi. C'est souvent des limites, mais bon, on ne sait pas bien entre quoi et quoi. Ici, c'est un peu plus explicite, on voit, on est à Chasselet, bois coupé en 1750, bois coupé en 1751. Donc c'est des bornes pas de coupe, mais peut-être de limite de bois à l'époque. Et puis ici, c'est probablement une borne de limite de seigneurie. On est en limite de Limonest et Saint-Didier, Champagne. Saint-Didier et Limonest. On n'est pas très loin de l'ancien château médiéval de Saint-André-du-Coin. Donc il est possible que ce soit une borne de seigneurie, de limite de seigneurie. Peut-être en réemploi, hein, mais à la base d'un mur, c'est un peu effacé. Alors une autre borne, celle-ci, dans la photo, elle n'est pas de moi, on l'a envoyée. C'est Nicole Gilardi, qui est aussi une grande informatrice. C'est un peu la succursale des archives départementales. Elle a accumulé énormément de documentation aux archives départementales et elle nous fournit, soit à Luc ou à moi ou à toute personne intéressée par l'histoire et les archives, des documents parfois intéressants. Alors, ici, là, on est à Couzon, une bande de justice et d'Imri de Saint-Romain. C'est dans une maison, enfin, c'est à la base d'une maison, et le propriétaire a eu le bon goût de ne pas murer cette borne. Donc, la borne, elle est enchâssée dans un mur en béton, et on voit donc cette borne de Dimri. On est en limite de Couzon et de Saint-Romain. Et ce qui est amusant, c'est que ce bornage, il date de 1770. Merci Nicole Gélardi, c'est elle qui avait retrouvé l'acte du notaire qui faisait état de ce bornage, donc 1770, parce qu'il y avait un peu de bisbille et de dispute entre le seigneur de Saint-Romain, Murat, famille Murat, et puis les chanoines comtes de Lyon. Ils se disputaient un peu les terres. Donc il y a eu une dizaine de bornes implantées sur Couzon, en limite de Couzon. Alors c'est pas les communes, hein, c'était les paroisses, les limites de justice, de seigneurie et de dîmerie, et qui aujourd'hui correspondent à des limites de communes. C'est la seule borne qui est aujourd'hui connue. Il y en avait une dizaine d'autres qui avaient été posées vers Salagon ou du Montou. Mais bon, on n'a pas retrouvé ces bornes. Alors là, il y a des bornes aussi, vous avez pu en trouver quelques-unes au hasard de vos balades, dans les prés, dans les champs, au bord de chemin. Voici une borne, certains se sont peut-être dit, mais voilà, il y avait une voie romaine. Non, pas du tout. Ce sont des bornes qui datent du 19e siècle. Alors, il y a bien des chiffres romains dessous, mais ce sont des bornes militaires. On va passer le diapo. Voilà. Donc les militaires dans les années 1875, un peu après donc, la guerre de 1870, où il a fallu revoir l'ensemble de la défense et des fortifications, un système de défense de Lyon. Donc les militaires ont conçu toute une série de forts, de batteries, de fortins autour de Lyon, sur les hauteurs. Donc dans les Monts d'Or, on en trouve quasiment à chaque sommet au Mont Marcel, au Mont Verdun, au Mont Tout. Ici, c'est la batterie de la Fréta sur Saint-Cyr. Et la propriété militaire a été bornée. On voit ici sur un plan que j'ai récupéré, je crois, aux archives de Collonges, je crois, de Saint-Cyr. Donc les bornes de propriété sont des bornes en pierre octogonales,
avec des numéros, très militaires, hein, des numéros, et puis ici des entailles qui permettent de donner la direction de la bande suivante. Donc quand toutes les bornes existent, on peut faire le tour du propriétaire avec une boussole pour faire le tour du bornage. Et puis les bornes carrées sont des bornes plutôt périphériques qui servent à délimiter des servitudes de vue essentiellement ou de non-construction pour laisser toujours le champ libre et la visibilité pour les militaires, les canons, etc. Donc ce sont des bornes carrées et même principe numérotées avec des entailles pour orienter. Alors ça, c'est une borne, un beau jour, c'est un dimanche matin, je fais souvent de la course à pied ou de balade ou du vélo dans les chemins, et je reçois cette photo là, sur mon téléphone de quelqu'un de Collonges qui me dit, tiens Pierre, on a trouvé ça, c'est quoi ce machin? Alors voilà, c'est la traduction, Kolistre Oyoma Jilin. En fait, c'est une bande de limite communale, ça se lit un peu verticalement. Il y a une séparation verticale, et c'est Collonges, ici, et Saint-Romain. Alors, cette bande, ce qui est amusant, c'est qu'elle était là depuis combien de temps? C'est pas une bande d'Ancien Régime, hein, la commune existait, donc c'est sans doute une bande de 1800 ou 1850. Elle se trouvait vers la Porte Aquaria, donc en limite de Collonges et Saint-Romain, au bord d'un chemin ou un peu dans le talus du bas-côté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux jeunes, hein, le samedi soir, il se passe beaucoup de choses le samedi soir dans les Monts d'Or, ils ont été en voiture jusqu'à la Porte Aquaria. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des petits chemins un peu pentus, pierreux, boueux, etc. Ça viendrait à l'idée à personne de mettre sa voiture là. Il fallait déjà pouvoir, la mienne ne pourrait pas. Et puis ensuite de la Porte Aquaria, ils ont piqué sur la gauche, et ils ont piqué tout droit en direction du Mont-Saint. Donc c'est un sentier qui se rétrécit, qui prend de la pente. Évidemment, la bagnole, elle s'est embourbée, elle s'est mise un peu dans le fossé. Ils ont dû passer la nuit dedans. Et puis au petit matin, peut-être qu'ils avaient retrouvé leurs esprits, où ils ont appelé des amis. Et avec une corde ou je ne sais quoi, ils ont pris appui sur une pierre pour essayer de sortir la bagnole. Et ils ont déchaussé cette pierre. Donc du coup, cette pierre, on l'a retrouvée de manière totalement fortuite. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, il faudrait ce serait bien de la remettre en limite de Collonges et de Saint-Romain, en face de la Porte Aquaria, pour garder ça en mémoire. Alors un autre truc aussi qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui nous a fantasmé, notamment Luc et moi, mais Michel Garnier en parlait à plusieurs reprises dans ses nombreux écrits, ces pierres qui sont un peu mystérieuses avec 308 P, 7 P ou Kousoué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un trésor, il y a un code, donc on savait pas, on savait pas. Jusqu'à temps que Nicole Gilardi nous fasse part d'un document, d'un acte notarié de je sais plus quand, 1780, période révolutionnaire, où finalement les propriétaires, qui étaient les frères Biroust, on est sur le chemin de l'Éperon, hein, c'est le chemin qui va de Saint-Romain à Collonges, qui est un chemin très ancien, hein, qu'on trouve dans les documents de l'Ancien Régime. Et ces frères Biroust avaient passé un acte notarié pour délimiter leur propriété, mais ils avaient fait ça en deux temps. Ils avaient construit un mur jusqu'à 308. Alors c'est des pas lyonnais et c'est des pieds. Ouais, c'est ça, des pieds. Alors avec Luc, on avait amené le décamètre, machin, pour voir combien mesuraient les 308 pour voir si effectivement ça corroborait l'acte notarié que Nicole Gilardi nous avait exhumé. Et effectivement, on se retrouvait là, au bout de ce mur, qui avait été édifié à un certain moment. Et puis ensuite, les frères Biroust avaient eu l'autorisation d'édifier un complément de mur, d'où ce truc jusqu'ici, là, au Kousoué. Donc c'est la poursuite du mur qui a été construit par les frères Biroust. Bon,
pourquoi ils ont pris autant de soin à marquer leurs limites, leurs propriétés? Ben, peut-être qu'ils avaient peur qu'à l'époque, dans 1790, que leurs biens soient un peu spoliés ou pris ou je ne sais quoi. Donc ils voulaient sans doute se protéger leur propriété et dire c'est bien nous. Alors, je regarde l'heure pour pas. Je vais aller vite sur les histoires de croix, après ça va être des histoires très rapides. Euh, donc il y a énormément de croix avec des tas d'inscriptions. Vas-y Michel, on peut passer. Donc j'en ai sélectionné deux ou trois. Celle que je préfère, c'est celle-ci. Alors on a Saint Fortuna. Alors c'est écrit par le tailleur de pierre. Il y a de croix pour tout le monde, cela est sûr, n'en doutez pas. J'imagine le tailleur de pierre qui porte sa croix aussi tous les jours. La vie est dure. Ça me fait penser aux inscriptions de Chalmette, là, des ligneux. La vie est dure, c'est du labeur. Alors, ce bourdelin, vas-y, ce bourdelin, on le retrouve juste à la sortie de la chapelle, vous pourrez le voir, sous le calvaire. Benoît et Louis Bourdelin, oui, c'est eux qui ont composé la croix. Alors, il y a deux croix qui sont assez extraordinaires. Il y a la croix du Pinet à Saint-Didier. Simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que normalement, on devrait faire une présentation sur les croix à une soirée des historiens du Val-de-Saône, plutôt au mois d'avril, où j'ai prévu, enfin, si c'est pour le mois d'avril, ce sera plus tard, mais d'en parler de manière un peu plus détaillée. Simplement, ce que je cherche à vous dire, c'est prenez le temps de vous arrêter, de regarder cette croix, vous la connaissez peut-être, vous êtes peut-être passé 50 fois devant, vous n'avez peut-être pas vu tout ce qu'elle comporte. Et il y a énormément de choses. Il y a ici une plaque commémorative, elle est pour nous les mortels, le chemin de la gloire, etc., de la piété, Jean-Louis Humbert. On voit une date ici qui doit être de 1791 à peu près, ça a été martelé après, peut-être pendant la Révolution. Et puis, c'est un peu un jeu de piste. On voit ici une fleur que j'ai remis ici, une fleur à 6 pétales avec un G écrit à l'envers. Je vous dirai un petit peu après, ça évoque d'autres choses sur une autre croix. Et puis en bas, à la base, ici, un ostensoir. On voit bien les griffés par contre, hein, quand il a plu et que la pierre est mouillée, on voit bien les griffés. Donc c'est un ostensoir qui finalement rappelle le fait que cette croix et cette pierre, c'était sans doute un reposoir lors des processions du Saint-Sacrement où le prêtre venait ostensible. Enfin, il tenait l'ostensoir avec l'hostie consacrée et ça c'est représenté ici. Enfin, il y a tout un tas de symbolisme dans ces croix que je détaillerai à une prochaine conférence. Autre chose ici, c'est la même croix, il y a d'autres inscriptions, des trucs un petit peu amusants. On voit ici Sieur Revel curé. On voyait aussi le curé Revel sur la croix des Bourdelins. Le curé Revel était un curé qui avait prêté serment, donc un curé constitutionnel pendant la Révolution. C'est peut-être pour ça que durant la période révolutionnaire, enfin constitutionnelle, il y a SR Sieur. Sinon, il signait en tant que curé. Mais là, il y a Sieur devant. Et cette croix, alors elle a une histoire, c'est qu'il y a une deuxième croix qui a été découverte il n'y a pas très longtemps à l'occasion du chantier de l'immobilier qui se trouve derrière. Et cette croix était en fait la croix d'origine. Oui, pendant la Révolution, elle a dû être mise par terre. Au même moment, peut-être qu'ils martelaient aussi les inscriptions sur la plaque. Et puis cette croix a été découverte, donc finalement, il y a quelques années seulement, on voit ici le nom du tailleur de pierre, qu'on retrouve sur la plaque. Donc voilà, donc c'est plein d'histoires et on en découvre à chaque époque, on fait des découvertes de manière totalement fortuite, hein, bien souvent, qui permettent d'approfondir la connaissance qu'on a de tous ces petits patrimoines. Deuxième croix, c'est la dernière croix, rassurez-vous, après je
je termine par les histoires les plus rapides. C'est la croix du hameau du Montou à Saint-Cyr. Elle est au hameau du Montou. Michel, tu peux passer. Celle-ci, c'est peut-être ma préférée. Elle est toute simple, hein, c'est vraiment des inscriptions en forme de gravure, mais il y a toute la passion, toute l'histoire de la passion du Christ sur cette croix, la couronne d'épines, l'éponge de vinaigre sur la tige d'hysope, qui a servi à éponger le Christ pendant son agonie, le coq de Saint-Pierre, bon, des symboles un peu le soleil et la lune, hein, le jour, la nuit, la mort, la résurrection, les clous de la crucifixion, et puis ici la lance qui a percé le flanc du Christ, ici avec l'eau qui est sortie du flanc du Christ quand le centurion romain a percé le flanc du Christ. Si on en croit les évangiles de Saint Jean. Et donc il y a toute une histoire après sur cette sainte lance qui a généré des tas de légendes, des tas de mythes, jusqu'encore maintenant. Voilà, et le petit détail qui tue, non, qui tue pas, mais c'est cette étoile flamboyante que j'ai reproduite ici. Donc on retrouve un pentagramme, la lettre G, la même lettre G qu'il y a sur la croix du Pinet, qui est sans doute là par contre un signe sans doute lié à la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie plus tailleur de pierre, pas la franc-maçonnerie au jour d'aujourd'hui. Et l'étoile flamboyante est un symbole aussi de franc-maçonnerie. À l'époque de cette croix, franc-maçonnerie et puis compagnonnage des tailleurs de pierre, c'était des choses qui étaient très, ça allait ensemble, hein, bien souvent. Alors, quelques autres histoires qu'on trouve un peu dans le hasard des pierres. Ici, c'est la pierre des donateurs dans le cimetière de Saint-Fortunat. C'est amusant. On voit Gonard. Je crois qu'on voit encore un gagneur aussi. Alors, c'est pas le même que celui de la Caborne à gagner, mais et on voit s'ils ont été généreux pour les 12 francs, alors qu'il y en a qui sont à 230 ou 1150 francs. C'est amusant. Là, il y a une pierre dans un ancien domaine privé, mais qui est un peu en déshérence aujourd'hui. Il y a tout l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, c'est le chapitre des béatifications. Donc il y a quelqu'un qui a commandé ça, qui a mis ça dans son parc, dans son mur en pisé. Entre autres, il a fait plein de choses. Et ce gars-là, vas-y, Michel, ce gars-là, il s'appelait Guillaume, à Collonges. Et les gens de Collonges, donc il a réalisé, enfin il a fait poser tout un tas de statues, de chemins de prière dans son parc. C'est au-dessus de la voie ferrée hein, qui longe la Saône. Et les gens de Collonges me disaient mais il est complètement fou ce type. Et ça s'est appelé, ou ça s'appelle encore, les Folies Guillaume. Mais il n'était pas fou. Ce monsieur-là, il a échappé de justesse à la guillotine. Et du coup, en ayant échappé à ça, il s'est dit, je vais faire quelque chose, je vais rendre gloire, je vais faire un chemin de piété dans mon jardin, et c'est ce qu'il a fait. Quoi. Il a encore quelques vestiges. Il y a un bouquin qui a été écrit par le curé de Saint-Romain qui était complètement subjugué par ce qu'avait fait ce dénommé Guillaume. Une petite marque fait le 1er mai 1843. Ça c'est sur la route je crois que c'est le chemin des Gorges. C'est la route de Saint-Fortunat. C'était un peu l'inauguration de la route, quoi, j'imagine. C'est sur un ancien front de taille, à l'époque où la route actuelle était finalement pas une route, était une carrière. Et cet ancien sentier qui était quand même très, un peu sous forme de gorge, a été aménagé en route. Et on voit ici, donc ça se voit assez mal, il faut savoir où c'est. C'est le 1er mai 1843. Et on voit ici, l'équerre et le compas, qui sont les signes des tailleurs de pierre, bien souvent repris par les compagnons de Saint-Fortunat. Autre inscription assez
est amusante, on est à Saint-Rambert, là, au-dessus de l'île Barbe. Dans la pierre, il y a les crues de la Saône qui ont été marquées. Ici, le 5 novembre 1840, c'est marqué dans la pierre. 5 novembre 1840. Et puis le 7, ça c'est beaucoup plus ancien, le 7 février 1711, je ne sais pas si c'était déjà le 15 ou la Régence, mais on est de la même époque que la Caban Louis XV tout à l'heure. La Saône a été ici, quoi. Jérôme Manissier. Voilà, 27 février 1711. Et à contrario, il y a aussi des inscriptions. Alors là, c'est sur l'entrée de l'entrée latérale de l'église de Saint-Rambert, où on voit des textes, deux textes à peu près similaires, où là c'est le contraire, il n'y a plus d'eau. L'an 1714, le 2 février, 27 pas de large à pied sec, on a traversé Saône sur le gravier de Saint-Rambert à Lille, 4 jours de suite. Voilà. Maintenant, on a 3 ans d'écart, enfin 3 années d'écart. Au mois de février, la Saône pouvait être très haute ou très basse. Alors ça, c'est une petite pierre qui est à la base d'un poteau dans une ancienne propriété privée. On est à Saint-Cyr, posé par donc encore un Loras, premier maire de Saint-Cyr, le 14 juillet 1790. Voilà, on est à une période révolutionnaire. Et cette pierre se trouve être à la base de cet ancien temple. Évidemment, il n'est pas d'époque romaine, mais il y avait sans doute un peu de volonté de remettre un peu de romanité dans cette ancienne propriété. Alors, quelques pierres énigmatiques pour finir. Celle-ci, c'est une grosse pierre en grès qui se trouve être entaillée, plusieurs entailles, avec une grosse cupule qui fait toute l'épaisseur de la pierre. Il y a toujours de l'eau, même pendant la sécheresse. J'ai toujours vu de l'eau là-dedans. C'est extraordinaire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et dans le secteur, il y a d'autres pierres abondamment entaillées. Alors, on ne sait pas si c'est des entailles récentes ou pas, si c'est des entailles qui ont servi à aiguiser des outils au 18e, 19e, ou si c'est beaucoup plus ancien. Voilà, ça fait partie des pierres un peu énigmatiques. On peut imaginer tout un tas de choses. J'adore venir là le dimanche, la personne. Là aussi, une pierre, on est à Saint-Romain, c'est des carrières, un truc bizarre, 1912, PCH, une espèce de balai de sorcière, on ne sait pas bien ce que c'est. Bon, pas forcément très intéressant. Celle-ci, c'est une pierre de banc qui a donné beaucoup de fil à retordre à des linguistes grecs. Les inscriptions sont en grec, donc c'est quand même pas très courant, c'est les seules inscriptions grecques qu'on trouve dans le Mont d'Or. Je dis que c'est le mystérieux banc de Rousseau, parce qu'on se trouve à Valrosay, dans le secteur où Rousseau a longtemps, enfin plusieurs fois herborisé dans les années 1770. On le voyait sur des gravures à côté de sources, à côté de lavoirs, à côté de bancs. On est justement à côté d'une source. Alors c'est une propriété privée, hein, donc le banc ne peut pas y aller. Mais j'ai eu l'occasion d'y aller, de faire des photos. Et puis après, on a essayé de décrypter ce truc-là. Et pourquoi je dis que c'est Rousseau? Ben, c'est la réponse, ça doit être dans le... Voilà. C'est que la traduction, c'est voici des chênes du soucheur de rang, voici 2 sources d'eau fraîche. Donc c'est un extrait de poème de Théocrite, un poète grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il se trouve aussi que Jean-Jacques Rousseau a fait un herbier, il herborisait beaucoup à Valrosay. Et à la première page de l'herbier, il a mis du souchet. Et il a dédié cette première page de l'herbier à, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais Mademoiselle Bois de la Tour. Et c'est cette famille Bois de la Tour qui hébergeait Rousseau au château de Rochecardon. Ça fait beaucoup de coïncidences. C'est pour ça que je dis que c'est le banc de Rousseau. Et je vous dis que je vous racontais des histoires, alors faut pas me croire. Cette pierre-là, elle a fait couler pas mal d'encre. Je crois que Michel Garnier aussi en parle dans ses livres sans savoir ce que ça voulait, ce qui est inscrit dessus. C'est un ancien, une pierre de meneau de l'église de Saint-Romain, a priori. En tout cas, elle est visible à l'entrée de l'église de Saint-Romain. Et je ne sais plus qui c'est qui m'a fourni, je suis tombé sur un document de Halmer, qui est un épigraphiste fin du 19e siècle,
qui avait travaillé sur cette pierre, un épigraphiste lyonnais, hein, qui est reconnu, et il faut passer à la diapo d'après, et qui a décrypté finalement ce qui était écrit, c'est l'an 1517. Voilà, et là je terminerai par cette pierre. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, vous devriez être capable de déchiffrer ça. Je vais vous laisser 4 heures, et puis passer à la diapo suivante. Je vous remercie de votre attention.